cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sur la route. Aujourd'hui, nous parlons d'un danger trop souvent minimisé. Il s'agit de la conduite après la consommation d'alcool. Chers amis, un comportement qui met de jour en jour des vies en danger. L'alcool altère les réflexes, la concentration et peut aussi bouleverser des familles entières. Avec notre invité de ce matin, André Alihonou, il est psychologue, clinicien et directeur général exécutif du Centre international d'action pour le développement CIADI. Nous allons aborder la question de l'âge. André Alihonou, bonjour. Bonjour Francis et bonjour chers internautes. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors comme je l'avais annoncé, nous allons parler de la conduite après la consommation d'alcool. Nous allons aborder les impacts psychologiques et sociaux. D'entrée, je vous demanderai quels sont les effets immédiats de l'alcool sur les réflexes et la concentration du conducteur. Ben, ce sont des effets négatifs. Hein. Et déjà, il faut comprendre, et comme on le dit, ne se met pas au volant celui qui est sous l'effet de l'alcool. J'ai envie de dire même d'un stupéfiant, parce que ça va, tout simplement parce que ça perturbe votre réactivité, votre système nerveux de façon normale ne pourra pas fonctionner comme il se doit. Donc, il y a une légère, pour ne pas dire selon la dose que vous aurez consommée, il y aura une perturbation dans tous les cas. Donc, vous ne serez pas à même de quand même réagir de façon, j'ai envie de dire, humaine et promptement. Face à un danger, vous pourrez être ralenti, minimiser le risque qui est devant vous. Donc, vous n'allez pas pouvoir apprécier réellement l'interaction de votre environnement. Donc, l'alcool joue ce rôle-là sur, j'ai envie de dire, la manière de penser, de fonctionner, de réagir de l'individu. Il peut s'avérer, sous l'effet de l'alcool, que vous allez dormir dans l'eau, parce que vous n'appréciez pas que dormir ici, peut-être je peux m'étouffer, vous allez vous coucher sur la route parce que, bon, c'est là que votre cerveau vous dit, je ne peux plus faire d'efforts, je ne peux plus marcher, un peu de sommeil, et vous allez vous endormir. Donc, c'est un peu ces choses-là qu'il faut éviter. Et c'est pour ça qu'on demande de ne pas du tout se mettre au volant, prendre sa moto ou son véhicule lorsque vous savez que vous êtes sous l'effet de l'alcool. D'accord. Moi, c'est après un constat personnel. Pourquoi certaines personnes sous-estiment vraiment l'effet de la conduite en état d'ivresse? Parfois, quand ils finissent de boire, ils se disent, bon, je n'ai pris qu'un seul ou deux verres, alors je peux conduire. Pourquoi est-ce que, vous en tant que psychologue, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ça, ça dépend de sa personnalité. Si tu es une personne à risque, si tu as des caractéristiques d'un individu à risque, c'est-à-dire qui aime prendre des risques, bon, cela dépend. Mais il faut dire souvent, c'est l'inconscience, c'est comme vous l'aviez dit, c'est le fait de minimiser un peu le danger, de se dire, il y a un Dieu qui va me conduire jusqu'à destination. Certains disent même, sous l'effet de l'alcool, il conduit vite et bien. Oui. Et que voilà, il ne voit même pas la route, mais il arrive à destination à temps et c'est bien. Vous voyez, on se met un peu dans cette bulle pour justifier l'injustifiable. Donc, ce n'est pas une question, j'ai même pas envie de dire c'est question d'éducation, non, mais c'est tout simplement un manque de responsabilité. On est inconscient, on a envie de justifier un peu ce mal parce qu'on sait qu'on est en faute et on justifie par ça.
C'est tout ce que je peux dire simplement. Et d'ailleurs, je connais même certaines personnes qui, avant de prendre la route, surtout pour un long trajet, ils préfèrent tout simplement prendre une ou deux bouteilles pour... Enfin, ils disent qu'ils se sentent un peu plus en sécurité, un peu plus soft. Mais quand on voit une personne qui a bu, comment est-ce qu'on peut identifier que cette personne ne peut plus prendre le volant? Il y a certaines personnes qui, c'est complètement au bout de 3 ou 4 bouteilles, qui commencent à ressentir l'effet de l'alcool, enfin, qui commencent à ressentir l'ivresse. Mais comment est-ce que pour une personne qui veut prendre la route avec peut-être un ami, peut-être un compagnon, comment est-ce que je peux savoir que cette personne n'est pas en état de me conduire pour que je sois en sécurité? Mon cher Francis, nous sommes dans un pays de droit, c'est vrai. On n'a pas encore cette réalité au Bénin où on pourrait vous arrêter, faire l'alcotest et puis déterminer votre taux d'alcoolémie pour vous adresser une sanction. Nous n'en sommes pas encore là, mais chacun doit pouvoir faire son propre alcotest. C'est-à-dire, je connais mes limites, je connais mon seuil, je connais ma dose. Et je sais jusqu'à quelle dose je suis encore dans le système normal de fonctionnement. Et ça, c'est en dehors de tout risque, parce que la route reste un risque permanent. Lorsque vous êtes sur la route, que ce soit pour vous-même, pour les autres peuvent être un risque pour vous. Ils peuvent constituer un risque pour vous, parce qu'au moment où vous ne vous y attendez pas, quelqu'un surgit de nulle part, il faut avoir le réflexe pour pouvoir sauver votre vie. En freinant, ce n'est pas l'autre que vous sauvez, vous vous sauvez vous. En évitant, ce n'est pas l'autre que vous sauvez, c'est d'abord vous. Donc, il faudrait pouvoir penser à faire soi-même, être soi-même son évaluateur en disant, là, j'ai atteint ma dose, je ne peux pas me conduire. C'est même pas je ne peux pas conduire les autres, je ne peux pas me conduire jusqu'à la maison. Donc, soit je prends un hôtel, soit je reste là, soit je fais appel à quelqu'un qui peut le faire, ou je prends carrément un moyen de déplacement commun pour laisser la moto, le véhicule, etc. Ça, je pense que c'est ce qu'on doit pouvoir faire. Maintenant, nous sommes à 2, nous sommes à 3, on est allé, on a fait une partie, on s'est tous bien enivrés, mais il y a un parmi nous, lui, il ne prend pas d'alcool, il a pris la sucrerie, et puis bon, voilà. On veut prendre le volant. C'est celui qui a le plus bu qui dit, comme c'est mon véhicule, je prends le volant et puis je vous conduis. Bon, si tu es assez inconscient et que tu penses que Dieu peut venir te sauver de toute situation, que tu peux rentrer dans le véhicule et t'asseoir tranquillement, bon, prends le risque. Sinon, l'idéal, c'est de dire, bon, toi, tu as pris 2, 3 verres, laisse-moi conduire. En conduisant jusqu'à destination, ce n'est pas que je deviens propriétaire de ton véhicule, etc. Donc, non seulement je me protège, mais je protège aussi les autres. Donc, je pense que c'est une question de savoir-être, de savoir-vivre, de courtoisie, de respect de soi-même, de responsabilité, mais aussi de bon sens. Voilà. D'accord. Vous l'avez abordé tout à l'heure, la pression sociale, le fait que c'est mon véhicule, le fait que, etc., etc. Mais comment est-ce que, selon vous, plutôt quel lien existe-t-il entre la consommation d'alcool et le comportement agressif de certaines personnes sur la route? Parce qu'une personne, quand elle a fini de boire, il suffit juste qu'une personne vienne se garer à côté ou bien qu'une personne klaxonne, parce que j'en ai fait les frais aussi, et que ça part dans tous les sens. Comment est-ce que ça peut s'expliquer selon vous? Permets-moi de raconter une anecdote rapidement liée à cela. Je me rappelle il y a quelques années, hein, c'est pas hier, il y a quelques années, je revenais de Comé à moto. Bon, et puis il y a 4, ils étaient 3 dans le véhicule. Pratiquement c'était un samedi soir. Arrivé dans les environs de Ouida, Bernard, je crois là, ils m'ont tellement serré. J'étais pratiquement sur le trottoir, mais ils m'ont tellement serré qu'ils ont pratiquement serré ma cheville en fait, quoi. S'ils démarraient, j'allais peut-être me casser la cheville. Et si bien que tous ceux qui étaient dans le feu, on s'est dit, mais ils ont quoi? Et ils roulaient n'importe quoi sur la route. Donc, arrivé devant, on a quitté le feu, mais arrivé un peu devant encore, ils viennent encore serrer. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Donc, j'ai fait le geste de, vous avez quel problème? Ils braquent devant moi et puis ils sortent. J'ai été plus ou moins agressé, mais quand on s'est approché, parce que je ne me suis pas laissé faire, on a commencé par se crier dessus, et quand je me suis approché, ils pétaient de l'alcool. Ah oui. Les deux qui se sont approchés de moi, vous sentez qu'ils n'étaient pas dans leur état. Je me dis, et puis bon, quand j'ai vu le discours, j'ai dit, bon, ça ne vaut pas la peine ici. J'ai pris ma moto tranquillement et je suis allé plus loin. J'arrive plus loin, je vois des policiers devant, je leur ai dit, j'ai signalé le véhicule et j'ai dit, ceux-là risquent de faire des victimes avant d'arriver à Cotonou parce qu'ils sont en train de rouler très mal.
et moi j'ai continué ma route. Est-ce qu'ils ont fait le travail de les arrêter pour les contrôler ou pas? Moi, je ne me suis pas arrêté pour voir. Juste pour vous dire, sous l'effet de l'alcool, souvent sur la voie, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Oui. Et vous êtes capable d'agresser votre mère, c'est une manière de parler, et c'est après que vous allez vous rendre compte que ah, j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Surtout si vous n'êtes pas un habitué. Parce que, non, je ne veux pas dire ça, les internautes, on va penser qu'il faut le faire de temps en temps pour que le corps vous soit habitué. Non, mais c'est que, malheureusement, l'alcool va jouer le rôle d'inhibiteur. Oui. Ça va, j'ai envie de dire, ça va faciliter votre agressivité. Ça va faciliter votre manière de pouvoir vous exprimer, d'extérioriser ce que vous ressentez de l'intérieur. Un peu comme si vous avez consommé de l'adrénaline. Exactement. Ce serait un peu comme on met le cache sur le respect que vous pouvez avoir pour l'autre. Donc, vous dites, je suis libre, capable de dire ce que je pense et ce que je veux. Personne ne peut rien me faire. Et ça limite, ça vous inhibe et donc ça enlève le filtre social, le filtre du respect et du savoir-être. Si bien que l'individu va vous agresser, croyant que, bon, ajouter un peu à son orgueil, à son narcissisme, et puis bon, voilà, ça va dans tous les sens. Encore qu'il faut dire, sur nos voies, quand tu regardes un peu, tu vois un peu le type de relationnel que le Béninois est, comment le Béninois communique. Il suffit juste, que je dis souvent aux gens, prends la route, prends ta moto, ton véhicule, fais 10 km dans la ville et tu sauras si les Béninois sont polis ou pas. Mais vous, est-ce que vous pensez que les Béninois sont polis? On est très agressif en circulation, très intolérant. Vous ne verrez pas... Vous arrivez, en venant tout à l'heure, il y avait un carrefour quelque part. Je me suis arrêté parce que j'ai vu que ça allait se bloquer, je me suis arrêté pour que ça passe un peu. Mais quand ils sont passés jusqu'à 5-6 véhicules, et ils ne se sont pas dit, nous aussi on va s'arrêter pour que les autres passent. Donc il a fallu que nous on force maintenant pour passer. Mais on n'a pas cette culture de partage, de tolérance. On n'a pas cette culture de... vous voyez, on braque et puis voilà, des gens forcent. Et à moindre chose, on vous envoie une injure. Donc, ça, est-ce que c'est parce qu'on se connaissait, on avait un problème? Non. On s'est vu dans la circulation, on se connaissait nulle part, la route se partage. Si je ne te partage pas, partage. Et qu'on passe, on ne va pas s'éterniser là. Mais agresser jusqu'à insulter quelqu'un que vous ne connaissez de nulle part dans la circulation, ça montre une certaine dose d'infiltration, d'intolérance, d'impolitesse à la limite. J'ai envie de dire de manque d'éducation. Donc, il y a vraiment un problème. Mais je ne veux pas aller jusqu'à ces limites pour dire tout simplement que aussi c'est la situation socio-économique. Non, c'est trop vite fait de trouver des excuses aussi faciles. Nous sommes en circulation, chacun est venu quittant un point A pour aller à un point B. On va partager la route. C'est la chose la plus commune qu'on partage. Donc, il n'y a pas lieu de, comment dire, de se faire propriétaire, de se faire légitimement ayant droit, c'est moi qui passe d'abord, etc., en faisant fi de tous les codes de la route en plus. Donc, c'est une question d'intolérance et tout simplement, c'est mal, mais bon, voilà. Et de plus en plus, vous l'observez, ça devient la règle en fait. Quand vous rentrez dans la circulation, vous dites, je suis dans la jungle, aucun code n'est plus valable, il faut que j'impose mon code jusqu'à chez moi. Quitte à sortir demain et encore inventer autre code pour rentrer chez moi, etc., etc. Et là, on n'est pas bienvenu. Ce n'est pas un bon exemple pour la jeunesse, ce n'est pas un bon exemple pour le futur. D'accord. Je sais que vous avez survolé la question tout à l'heure. Comment est-ce que l'alcool peut affecter la perception de la vitesse chez le conducteur? Enfin, une personne qui est en train de conduire, comment est-ce que le fait d'être sous l'effet de l'alcool peut avoir un impact sur comment est-ce qu'on perçoit la distance de la vitesse? Inhibition totale. Inhibition totale parce qu'il n'apprécie pas en temps réel la distance. Il n'apprécie pas l'environnement en temps réel. Donc, à peine il saura qu'il est à telle vitesse. Et sa vigilance est totalement inhibée, pour ne pas dire masquée. Si bien que la vigilance de surveiller, ne serait-ce que le compteur,
pour voir je suis à quelle vitesse, est-ce que ce n'est pas trop, est-ce que je file tout, est-ce qu'il y a quel danger devant moi à 10 mètres, à 50 mètres, il n'a pas ça. La seule chose pour lui, c'est de gazer encore plus et jusqu'à arriver à destination. Et la seule chose pour lui, c'est qu'il est sûr qu'il est invincible. Et rien ne peut lui arriver. Puis encore, il se dira, si tu fais, je vais te rentrer dedans. Comme si lui n'aura pas de dégâts. Et donc, c'est une inhibition totale qui fait que l'individu n'arrive pas à apprécier en temps réel la distance qu'il fait, la vitesse qu'il fait, le danger qu'il encourt, et qu'il constitue, merci. Et donc, tout ça, c'est vraiment comme je l'ai dit, l'alcool vient inhiber votre perception de façon générale, votre manière de penser, et de ressentir, et de vous comporter. C'est une inhibition totale. Et lorsque le pire arrive, là on parle des accidents de la route, pour une personne qui a bu et qui a conduit sous l'effet de l'alcool, lorsque cette personne-là est impliquée dans un accident, quelles sont les conséquences psychologiques qui peuvent entrer en jeu? Non, il y a quelque chose, c'est qu'à un moment, l'effet de l'alcool va passer. Même si vous aviez été accidenté, que vous ayez été gravement blessé ou pas, tôt ou tard, ça va passer. Oui. Et donc, vous allez revenir à la réalité. Et peut-être si, ça dépend de votre état, hein, si vous aviez encore souvenir de ce qui s'est passé, vous avez encore une bonne mémoire pour vous rappeler, ok. Sinon, la plupart des temps, il ignore même comment ça a commencé, comment il en est arrivé là. Et quand on lui montre le film, il se dit, est-ce que c'est moi? On ne se reconnaît pas soi-même. Donc l'alcool va aller chercher en vous cette personnalité que vous essayez de cacher par les règles sociales. Et donc l'alcool va faire ressortir cela. Et malheureusement, quand cela arrive, ce n'est pas un acte médico-légal. Quand vous êtes sous l'effet de l'alcool, que vous allez occasionner un accident, vous tuez quelqu'un, on ne va pas dire que c'est la maladie qui vous a tué, non. Oui. Vous avez commis le forfait et donc vous allez, comment dire, payer le prix fort, être puni proportionnellement à quelqu'un qui n'a pas pris une seule goutte d'alcool. Au contraire, vous allez encore être sévèrement puni parce que vous saviez que sous l'effet de l'alcool, vous ne devez pas prendre la route. Et vous aviez pris la route et vous aviez été imprudent et vous avez causé des dégâts matériels ou, j'ai envie de dire, psychologiques, physiques et tout, chez un individu, vous allez être épinglé et vous allez payer, tout simplement. D'accord, mais là on parle du côté de la loi. Oui. Pour le côté psychologique, pour une personne qui sait qu'elle a été impliquée dans un accident de la route, accident qu'elle a causé, et qui a causé la mort d'une personne. Comment est-ce que cette personne-là, quelles sont les conséquences psychologiques que cette personne-là dont cette personne-là peut souffrir? Pour une personne culpabilité à vie. Hein. Oui. C'est une culpabilité à vie. Mais cela encore, comme je le dis, ça dépend des individus. Dans tous les cas, la culpabilité va rester, mais le degré de culpabilité. Pour certains, par exemple, il va dire, plus jamais je ne prendrai le volant sous l'alcool. D'autres vont dire même, je ne vais plus jamais prendre le volant. Ça dépend de la sensibilité, de l'émotivité de chacun. Mais dans tous les cas, il aura une certaine culpabilité parce qu'on va se dire, c'est moi qui ai pris l'alcool. C'est moi qui ai commis le forfait. Je n'aurais pas dû prendre la route. J'aurais pu voir si je n'étais pas sous le fait de l'alcool. Donc, la culpabilité est beaucoup plus forte, en fait. Et difficile, j'ai envie de dire même, très difficile de trouver des raisons pour se restaurer, pour s'auto-guérir. Parce que vous allez rester convaincu que vous n'aurez pas dû, mais vous l'aviez fait. Tout simplement. C'est-à-dire vous aurez pu l'éviter en refusant le dernier verre, en refusant le premier verre, etc., etc. Donc, cette idée, peu importe ce qu'on dira, peu importe le traitement qu'on va subir. Puis encore, hein, si je dis c'est un parent qui cause la mort de sa femme, de son enfant, souvent, c'est à vie. On garde ça pour de bon. On n'a même pas envie de rentrer dans une thérapie pour guérir parce qu'on se dit, je mérite cette punition. On transforme cette douleur en punition, en souffrance permanente, et puis on se dit, je mérite cela. Je ne mérite pas d'être guéri. Je ne mérite pas de sortir de là. Voilà un peu les conséquences que vous pouvez avoir jusque-là. Donc,
éviter, c'est la meilleure solution, c'est le meilleur remède. D'accord. Nous sommes en période de vacances et nous savons tous que le psychologue étudie le comportement humain. Et en période de vacances, on remarque très souvent qu'il y a les risques de conduite en état d'ivresse qui est beaucoup plus élevé. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Chez les jeunes. Chez les jeunes surtout. Surtout chez les jeunes. Parce que vacances veut dire période où je suis un peu libre, je peux faire beaucoup entre guillemets, de bêtises légales. Autorisées, je vais dire. Des bêtises autorisées. Et donc, on y va, on est moins surveillé par les parents, on est un peu plus libre et on prend des risques. On prend des risques, malheureusement. On est encore aussi plus dans nos groupes. On a envie de montrer plus d'appartenance à ces groupes, donc on est sous l'effet du groupe, de la foule, on prend des décisions parce que les camarades ont demandé, les camarades ont décidé. Vous allez voir souvent, c'est un jeune qu'on a remarqué qui n'aime pas trop l'alcool, qui n'aime pas trop la fête, que les camarades ont su, je ne vais pas dire piéger, mais entraîner pour que ces vacances-là, on va l'initier, entre guillemets, et puis c'est à lui on remet le guidon. Puisque c'est lui qui a l'habitude de conduire, il prend le guidon, et comme il est sous l'effet, il se croit invincible, très fort, et puis voilà, quelque chose arrive. On ne va pas demander aux parents d'être encore très vigilants pendant les vacances sur les jeunes, non, c'est plutôt aux jeunes qu'on va parler, de prendre conscience et de savoir que la vie est très courte, et chaque moment est très précieux, et chaque décision qu'on prend, il faut porter la responsabilité de cette décision. Et donc, les vacances, vous êtes libre, vous êtes responsable de vos actes, de votre comportement. Personne ne vous interdit de faire la fête, mais il faut faire la fête de façon modérée. Il faut faire la fête en disant « je me connais ». Ça, c'est ma limite. Moi, je n'ai pas la possibilité de prendre un verre d'alcool. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer par prendre une bouteille. Je prends l'alcool, je n'ai pas... J'ai pris parce que je sais que je suis chez moi, je ne vais pas me déplacer d'un point A à un point B. J'ai pris en présence de mes parents, ils sont là, ils ont vu. J'ai pris, etc., etc. Donc, qu'on soit responsable, qu'on se surveille soi-même. C'est tout ce qu'on peut dire. Sinon, quand on dit il y a risque, le risque est dupliqué, juste parce que les jeunes sont plus libres, juste parce que les jeunes ont plus envie de s'exprimer davantage. Et malheureusement, cette expression passe souvent autre part. Et puis, bon, c'est dommage pour la société, pour sa famille et pour tout le monde, quoi. Donc, il faut se surveiller, il faut tout simplement se fixer des limites et respecter ces limites-là. D'accord, vous avez abordé la question de la famille. Mais dites-nous, quel rôle peut jouer la famille dans la prévention de l'alcool au volant? Ou si par exemple, j'ai un membre de ma famille, et je sais que cette personne-là est coutumier du fait, qu'est-ce que je peux faire pour déjà commencer à avoir un impact positif sur cette personne-là? Tout se passe dans l'éducation. Le rôle de la famille est primordial. Il faut oser parler des choses vraies. C'est ce qu'on dit, on est en vacances, vous allez donner une certaine, vous allez élargir les bornes des limites de surveillance de vos enfants, c'est-à-dire vous allez donner plus pouvoir aux enfants. Il faut accompagner cela de certaines règles, il faut accompagner cela d'échanges, de partage en famille sur des sujets comme ça. Faites venir le sujet, interrogez votre enfant, que ce soit ouvert, pas pour punir, pas pour dire, comme c'est comme ça tu penses, tu ne sortiras plus, non. Mais pour voir comment il pense, comment il réagira face à ci ou à ça. Parce que l'autre chose est que vous êtes sûr d'avoir bien éduqué votre enfant, mais vous n'êtes pas sûr de l'éducation que les autres parents ont donnée et donc de l'impact que eux ils vont avoir sur votre enfant. Et donc, il faut pouvoir faire ce travail et savoir que à tous les coups, mon enfant sera responsable de son comportement et de sa décision. Donc, il faut sensibiliser. Il faut parler avec les enfants. Il faut poser le sujet. Et quand il y a des cas comme ça, ce n'est pas le lieu de zapper pour dire il y a des horreurs, il faut en parler, que le jeune s'exprime. En s'exprimant, il vous dit ce qu'il pense, ce qu'il aurait fait en tel. Et ça vous permet de réajuster ou de vous réconforter comme quoi, quand il va sortir, il reviendra le soir sain et sauf. D'accord. Et vous, en tant que psychologue, les psychologues, quand par exemple ils reçoivent une personne qui a l'habitude de prendre de l'alcool et tout de suite de prendre le volant, parce que je connais certaines personnes qui ont pris conscience de la chose et qui ont commencé à travailler là-dessus. Comment est-ce que les psychologues aident ces personnes-là dans leur processus? Non, déjà, il faut demander une thérapie. C'est avec des entretiens, mais en thérapie structurée.
comment dire, l'accompagnement sur les, j'ai envie de dire, la médusance, l'utilisation démesurée de substances psychotropes qui inhibent un peu toute substance, tout produit qui a un effet, joue sur l'émotion, sur le comportement, sur un protocole. L'accompagnement, la thérapie sur un protocole. Et donc, c'est très souvent, on vient parce qu'on est dépendant. Oui. On est dépendant de l'alcool, on ne vient pas parce que c'est le fait de prendre le volant en état d'ivresse est un peu comme une conséquence. Et donc, c'est dans la thérapie qu'on verra un peu les comportements à risque et comment sortir cela avec vos moyens. Donc, c'est tout un protocole, c'est une suite, c'est un processus. Il va falloir d'abord écouter l'individu, écouter sa demande, voir ce qu'il veut réellement, ce qu'il veut lâcher et en quoi il est capable, qu'est-ce qu'il a comme potentiel pour pouvoir sortir de cette situation. Et donc, à partir de là, vous allez tracer avec lui le processus et voir étape par étape qu'est-ce qu'il pourrait lâcher, qu'est-ce qu'il pourrait améliorer son quotidien et son bien-être, son épanouissement. Et c'est sur ça que vous travaillez, mais toujours avec son accord. Donc, il viendra, j'en ai pas encore eu un qui vient parce que je vais arrêter de boire, de prendre le volant quand j'ai bu. Bon, ça, je n'ai pas encore eu de patients comme ça qui soient venus pour ça. Et il y a des patients qui peuvent venir parce que je suis dépendant de l'alcool. Je n'arrête pas de boire et ça me crée des soucis, etc., etc. Je suis dépendant de ci, je suis dépendant de ça, ou j'ai tel, ça d'accord. Et ce n'est pas que l'alcool, c'est vrai qu'on parle de l'alcool, mais vous savez, même les soucis, vous êtes sous pression, vous avez de gros soucis, vous prenez le volant, vous allez avoir les mêmes effets. Les mêmes effets. Comme si vous êtes inhibé par un produit. Parce que, vous voyez, vous êtes stressé, vous avez des soucis, vous prenez le volant, vous n'êtes même pas là. Vous n'êtes même pas au volant, vous êtes dans vos idées. Vous ne savez pas à quel moment vous êtes arrivé à un carrefour. C'est la même chose que l'alcool fait. Il vous transporte tout simplement, il vous inhibe. Quelqu'un klaxonne et vous vous réveillez, vous dites, bon. Et donc, je peux peut-être faire cette parallèle en disant, l'alcool, d'accord, on en parle aujourd'hui, mais il y a aussi les soucis, il y a aussi les pensées, il y a aussi des problèmes qui font qu'on est au volant, mais on n'est pas vraiment au volant, on n'est pas vraiment au guidon. Et vous constatez certains dans la circulation qui le font. Donc, c'est une question de responsabilité, d'épanouissement personnel. Vous vous connaissez, vous vous aimez, vous demandez la thérapie, l'accompagnement, parce que vous voulez sortir de là, parce que vous avez déjà pris des responsabilités, vous avez déjà fait l'effort seul et vous n'y êtes pas arrivé. D'accord. C'est déjà la fin de ce numéro. C'est le moment pour moi également d'inviter toutes et tous à la responsabilité et surtout à beaucoup plus de prudence et de courtoisie sur nos routes. Chers amis internautes, ainsi s'achève ce numéro de Sur la route. Merci et rendez-vous la semaine prochaine.